Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au nom du service AIPROM, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir dans le cadre de la dernière conférence de ce cycle Jeudi Santé pour l'année 2021. Celles-ci, comme les précédentes, sont filmées pour permettre à celles et ceux qui n'auraient pas pu se déplacer de la visionner à partir de demain sur notre web TV, chaîne provinciale YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près au thème ô combien ravageur de celui de l'alcool. En effet, nombreux sont ceux qui vivent avec l'alcool entre leurs murs. Le thème du jour, comment faire face à la consommation de l'alcool d'un proche, propose un temps d'arrêt sur le vécu de tous ceux qui se posent des questions ou qui sont les témoins en souffrance d'une consommation qui impacte les liens sociaux et familiaux. Comment interpréter les habitudes d'un membre de la famille ou d'un ami face à l'alcool? Comment réagir face à une dépendance? Quel impact celle-ci a-t-elle sur ceux qui y assistent? Les proches ont-ils un rôle à jouer pour freiner la spirale de cette addiction et aider la personne qui en souffre? Jusqu'où aller sans risquer de se perdre soi-même? Pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Bernard Dor, médecin généraliste et alcoologue, ainsi qu'Alice, membre de l'association Al-Anon de Liège, qui nous apportera bien entendu son témoignage très précieux. Pour modérer cette soirée, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Madame Dominique Goé, psychologue et personne de confiance au service interne de la prévention et de la protection au travail de la province de Liège. Précisons aussi que Mme Goé a une expérience clinique dans le champ des addictions et pourra donc également intervenir dans le débat. Avant de leur céder la parole, je voudrais remercier aussi toute l'équipe des hautes écoles de Campus 2000 de la province de Liège qui, encore une fois, va nous accueillir ce soir dans ses locaux. Je vous souhaite une excellente soirée et vous retrouve tout à l'heure pour le question-réponse. Je vous rappelle aussi, n'oubliez pas de couper vos téléphones, vous les mettez en sourdine, bien entendu, et le masque qui est obligatoire. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Alice. Nous allons vous appeler Alice par votre prénom, parce que vous faites partie d'un groupe anonyme d'entraide pour les familles. Bonsoir Bernard, bonsoir Docteur Dor. Et donc, avant de commencer le thème du jour, faire face à la consommation d'alcool d'un proche, mais nous allons d'abord reclarifier quelques notions importantes. Alors, Docteur Dor, face à une consommation problématique d'alcool, on parle maintenant de mésusage d'alcool. De quoi s'agit-il? Alors, en préparant cette soirée, un des premiers mots qui est venu, c'est ce mésusage d'alcool. Et ça a soulevé déjà un petit débat en préparant cette réunion. Alors, c'est vrai, comment appeler ce phénomène, ce problème d'alcool qui concerne des patients, mais aussi leurs familles? Aujourd'hui, on va s'occuper des familles. En termes de terminologie, si je peux dire, c'est vrai que ce qui nous ramènera au sujet de la déstigmatisation, qui est aussi un sujet très préoccupant pour tous les cliniciens. Déstigmatiser, c'est notre travail quotidien. Alors donc les mots sont importants. On ne parle plus d'épileptique ou de diabétique ou de syphilitique. On dira maintenant qu'un patient a un diabète de type 2 ou de type 1 ou qu'il a une épilepsie avec crise grand mal et qu'elle est bien sous contrôle. Tandis que pour les patients alcooliques, tant dans le grand public que parmi les professionnels, encore on dit c'est un patient alcoolique comme si on le réduisait à sa consommation de boissons et à sa problématique d'alcool. Donc c'est pour ça que la terminologie évolue, mais c'est dans ce cadre-là. Donc on parle de plus en plus maintenant de mésusage d'alcool en distinguant plusieurs catégories de mésusage. On va commencer par un usage à risque, donc dépasser les seuils OMS ou ceux du Conseil supérieur de la santé, on reviendra tantôt. Puis on parlera d'un mésusage type consommation nocive, quand il apparaît des problèmes médicaux, psychologiques, psychosociaux. Puis on peut parler d'un mésusage avec addiction, hein, et je vous rappelle qu'on parle, mais là aussi, addiction, il est alcoolique, il est dépendant. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors l'addiction, on peut évoquer 3 caractères: la perte de contrôle, l'obsession, ça c'est le deuxième axe de l'addiction, et la perte de la liberté de ne pas boire. Voilà trois axes objectifs pour parler d'addiction, parce que sinon
autrefois on disait on est alcoolique ou on ne l'est pas, et sur quels critères? Ben, voilà en tout cas 3 critères qu'on peut poser. Donc perte de contrôle, obsession, perte de liberté de ne pas boire. Et alors, quels seraient les premiers signes d'un mésusage d'alcool, selon vous? Alors, les premiers signes, c'est très rarement la santé. Donc, les signes de santé apparaissent après plusieurs années de mésusage. Donc, le médecin traitant, lui, ne verra des signes qu'après, effectivement, plusieurs années. Tandis que les signes précoces, c'est les signes psychologiques au sens large du terme, et je vais en évoquer 3, et les marqueurs familiaux et sociaux au sens large du terme, et on va les redéfinir aussi. Et parmi ces signes précoces psychologiques, mais il y a une tendance à la dépression, une augmentation de l'anxiété, des perturbations du sommeil. Ça, c'est assez constant. Donc, il faut toujours faire attention à ces 3 signes-là. Donc, je vous dis, tendance à la dépression, tendance à une anxiété aggravée, problème de sommeil. Et puis, vous pouvez avoir d'autres petits problèmes de santé. Au début, ce sera souvent du reflux, un peu d'hypertension et d'autres. Mais je vous dis, c'est bien des années après, le plus souvent. Donc, ce sont surtout ces signes psychosociaux. Donc les premiers signes apparaissent en fait dans le cadre de la famille, dans le cadre du travail, dans le cadre des activités sociales, mais ce ne sont pas des signes médicaux. En tout cas, la personne ne va pas aller consulter son médecin traitant pour se plaindre de problèmes d'alcool ou de problèmes de santé liés à l'alcool. Donc effectivement, ni le patient ni sa famille ne doivent se fier aux signes somatiques parce qu'ils sont tardifs, et ni les soignants d'ailleurs. Hein, donc, les médecins, encore trop souvent, la biologie est normale, donc tout va bien. Ça n'est pas vrai non plus. Et face à un mésusage d'alcool, est-ce qu'il est possible de faire marche arrière? Est-ce qu'il est possible de revenir à une consommation de plaisir, une consommation plus contrôlée, ou est-ce que ce n'est pas possible? Alors là aussi, ces dernières années, il y a de la nuance qui a été apportée. Donc, puisqu'on ne conçoit plus vraiment on est alcoolique ou on ne l'est pas, mais qu'on voit ça comme un mésusage à caractère de plus en plus préoccupant, jusqu'à une addiction sévère. Mais donc, c'est tout un continuum, et ce n'est plus on-off, voilà. Maintenant, il y a des critères d'addiction, mais je vous les ai cités, notamment les 3 que je vous ai cités. Mais donc, c'est plus objectif. Mais avant d'en arriver à une addiction sévère, c'est tout un continuum. C'est pas toujours facile à évaluer. Donc, quelles seraient les balises, en fait, qui permettraient de dire qu'on est toujours dans une consommation sociale raisonnable? Et est-ce qu'il y a des signes particuliers, ou scientifiquement, est-ce qu'on peut se référer à certains critères? On peut parler des balises, mais j'aime bien te rappeler que avant, peut-être que c'est une chose difficile à établir que quelqu'un a une addiction très sévère qui va nécessiter, où le maître conseil, ce sera ne plus boire du tout. Quand on est dans une addiction très avancée, le problème ne se pose pas, le conseil, c'est le meilleur et c'est le bon. Mais même, je pense que j'ai une expérience clinique depuis des années à ce sujet, 2 ou 3 fois par an, je me trompe. Hein. C'est des patients dont je pense très clairement que l'addiction est très poussée, qu'il faudrait en arriver à un 0. Je donne ce conseil. Le patient ne souhaite pas cette option-là, et souhaite qu'on essaye quand même une consommation dite sociale et conviviale. Et comme il faut suivre le patient aussi dans ses désirs, tout en lui disant clairement parfois ce qu'on pense de sa situation, donc je m'engage dans des programmes de réduction de consommation modérée, et à mon étonnement, ça marche 2, 3, 4 fois par an, ce qui n'est peut-être pas beaucoup, mais ce qui veut dire qu'il y a là quand même que pour les cliniciens, les professionnels, c'est un nouvel axe. Alors, une consommation strictement sociale, pour répondre à votre question, mais ce serait une série de critères que je mets toujours sur une note quand mes patients me demandent qu'est-ce que c'est qu'une consommation sociale. Mais je dis c'est ne jamais consommer seul. Or, souvent, ils sont concernés. Une consommation seule, ça n'est jamais convivial par définition. Ne jamais consommer quand on est dans un état
thymique, ça veut dire donc dans des émotions négatives, donc ne pas consommer si on est triste, frustré, en colère. Si on a des émotions dites négatives, eh bien, il ne faudrait pas consommer. Ce n'est pas convivial. Donc on ne devrait consommer que quand il y a des événements tout à fait positifs, un bel anniversaire, début des vacances, une belle rencontre, des amis. Donc c'est des conditions tout à fait précises de convivialité. On ne devrait pas dépasser une certaine quantité. Le Conseil supérieur de la santé, en 2018, nous dit maintenant ne pas dépasser 10 verres par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on doit les boire tous les 10 pour être en bonne santé, ça veut dire qu'on doit être en dessous des 10 pour une consommation dite conviviale. Ça, le Conseil supérieur de la santé dit aussi plusieurs jours, donc 2, 3, 4 jours, on ne boit pas du tout dans la semaine. Et les autres jours, on se limite à 2 ou 3 verres par occasion. Maintenant, ça c'est une situation optimale, et je dis aux patients, tout ce qui s'en rapproche est déjà très bien. Hein. On n'est pas nécessairement dans l'optimum. Donc il est important de rester dans une consommation de plaisir contrôlée. Dans certains cas, on pense que la situation est désespérée en voyant arriver certains patients. Et au bout du compte, on a aussi la surprise que la personne peut retrouver une consommation contrôlée. Dans tous les cas, il est important que le patient soit en accord avec le traitement, parce que s'il n'est pas compliant avec ce qu'on lui propose, ça risque de ne pas fonctionner. Donc le soignant, il est important qu'il s'adapte aussi aux souhaits du patient et de bien l'informer. Tout à fait. D'autant plus que le patient, maintenant, il consulte plus tôt aussi. Et notamment les femmes, mais les hommes parfois aussi. On consulte en amont, parce qu'on parle plus de cette problématique. Et donc, on voit des gens qui sont moins loin dans ce continuum que j'évoquais là tantôt. Donc, comme soignant, on doit faire vraiment situer son patient dans ce côté où la préoccupation est évolutive et graduelle. Est-ce que vous pouvez aussi évoquer la question un peu plus la question du plaisir et du déplaisir? On associe souvent alcool-plaisir, mais chez la personne qui est dans le mésusage, qu'est-ce qu'il en est de cette notion de plaisir? Ça, c'est une bonne question, si je peux dire, parce que ça revient toujours lors de la première ou de la deuxième consultation, et je dirais même la première consultation, la question du plaisir ou du déplaisir, et évidemment. Bon, pour ça, il faut d'abord rappeler peut-être que dans notre cerveau, il existe un circuit de la récompense. Comme nous avons différents circuits, on a un circuit du sommeil, on a un circuit de la fonction respiratoire, mais il y a aussi un circuit dit de la récompense, donc du plaisir, qui fonctionne à la dopamine, qui dans une vie normale est stimulable par le sport, la culture, la gastronomie, l'amitié, toutes sortes de stimuli positifs qui mettent ce circuit de la récompense en route. Au fur et à mesure qu'une addiction ou qu'un mésusage s'aggrave, ces stimuli naturels agissent de moins en moins et, in fine, la personne ne sera plus sensible qu'à sa substance addictive. Il n'y a plus que la cocaïne, les boissons, le cannabis ou d'autres substances qui vont mobiliser ce circuit de la récompense. Et donc, il y a une certaine logique, le patient va vous dire, effectivement, moi je consomme parce que j'ai du plaisir, je suis épicurien, je suis gastronome, et donc on va évoquer la question du plaisir, et je n'imagine pas une vie où il y aurait une réduction ou un arrêt des boissons alcoolisées, ce serait m'enlever un grand plaisir de la vie. Ça c'est quelque chose que j'entends tous les jours. Alors il faut relativiser, donc très vite, une discussion peut s'amorcer, et je dis, mais définissez-moi exactement ce que c'est le plaisir. Vous me parlez de plaisir, alors que souvent il a déjà évoqué du déplaisir en citant toutes les conséquences négatives déjà de ce comportement, de cette consommation, mais on continue à parler de plaisir quand même. Alors, j'en arrive très souvent, une discussion qui n'est pas très très longue, mais finalement à faire admettre que ce qu'on appelle plaisir
c'est plutôt oublier, gommer des choses le temps d'une soirée et qu'on se sent mieux parce qu'on est moins soucieux ou parce qu'on a oublié des choses qu'on vit comme très négatives et on appelle ça le plaisir. Hein. On dit j'ai bu une série de spéciales ou ma bouteille de vin et ça m'a fait plaisir. Mais très vite, si la personne discute, très vite la personne finit par admettre qu'en fait, ça n'est pas du plaisir. C'est oublier, tout simplement, gommer, oublier. Et là, on a déjà fait une étape dans la thérapie. Mais très souvent, le patient va revenir avec le plaisir, aussi parce que c'est un bon alibi. Hein. Dire à son soignant qu'on boit par plaisir est bien plus facile que de lui dire qu'on boit par détresse ou parce qu'on n'est pas bien. Donc, je dis que le plaisir, très vite, sert d'alibi, et c'est quelque chose que je dis parfois aux gens. Est-ce que vous ne croyez pas que le plaisir vous sert d'alibi auprès de votre famille, auprès de vous-même, de vous faire croire que vous continuez à consommer par plaisir, alors qu'en fait, il n'y a plus que du déplaisir, ou le plaisir est très réduit. À ce stade-là, la personne boit par besoin pour se sentir moins bien. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nostalgie du plaisir, une recherche de l'effet positif d'avant, mais à cette étape-là de la maladie, on est plutôt dans la recherche de satisfaire un besoin? Alors, d'une part, la discussion clinique, le patient va admettre que finalement, effectivement, ce n'est que des plaisirs et que le plaisir, on ne le trouve quasi plus. Maintenant, l'addiction ayant progressé, très chimiquement dans la tête, c'est un besoin qui s'installe. Hein. Il y a une modification extrêmement importante de tous les neurotransmetteurs qui appellent avec avidité, si je peux dire, la cocaïne ou la boisson ou une autre substance. Donc ça devient très physique. On ne peut plus s'empêcher de consommer pour des raisons de modification chimique majeure au niveau du cerveau. Et quels peuvent être alors les impacts de ce mésusage d'alcool sur la famille, dans l'entourage, dans la vie quotidienne? Quelles sont les réactions possibles de l'entourage? Alors, je dis parfois que quand l'un boit, les autres trinquent. Et c'est quelque chose qui marque parfois les esprits. Et trinquer, ça veut dire que clairement dans l'entourage, que ce soit les compagnes, les compagnons, les enfants, mais il y a toute une série d'émotions très négatives qui s'installent chez l'entourage, des craintes, comment va-t-il revenir, dans quel état va-t-il revenir, va-t-il encore s'assoupir ce soir devant la télévision, en vociférant éventuellement avant de s'assoupir, ou en ne vociférant pas, est-ce qu'on ose encore inviter des amis? Est-ce qu'on ose inviter les amis des enfants, des petits? Parce que on ne montre pas si l'homme qui boit ou la femme qui boit est à domicile, mais ça ne fait pas toujours bonne impression. Donc on va avoir une fermeture des cercles d'amitié ou des cercles sociaux. Il y a là donc toute une série d'émotions et de comportements qui concernent la famille, je vous dis compagne, compagnon, enfant, et qui vont aller crescendo si on ne fait rien pour modifier ce mésusage ou pour l'arrêter. Il va s'installer aussi dans cette famille, que ce soit les enfants ou la compagne ou le compagnon, mais une forme de honte, parce qu'on n'aime pas telle personne dans sa famille, un secret parfois aussi, parce que bon, il ne faut pas que ça se sache à l'extérieur. Donc il y a toute une série d'émotions très, très difficiles, je cite notamment honte et secret, et tout ça se referme comme une chape sur une famille, sur des enfants, et vous pouvez imaginer les dégâts. Le regard extérieur du reste de la famille, des amis, de l'entourage est quelque chose de très pesant et qui explique le repli et de la personne qui consomme, mais aussi de l'ensemble de la famille. Oui. Donc effectivement, tout ce regard social est très lourd. Maintenant, je dis souvent que non seulement le regard de la famille est très lourd, mais la personne qui fait mésusage, contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'elle dit, elle est quand même partiellement ou parfois très largement consciente des dégâts
que son comportement entraîne. Et la première personne à subir une grosse culpabilité aussi, c'est la personne qui abuse de boisson. Hein, de telle sorte, mais je pense qu'on en reparlera tantôt, moi je dis qu'il y a deux types de... Dans une famille comme ça s'installent deux souffrances en miroir. Celui qui boit ou celle qui boit souffre énormément et son entourage souffre, moi j'utilise souvent l'expression en miroir, mais je pense qu'on en reparlera peut-être tantôt encore. Et puis alors il y a un sujet qui est tabou, c'est la violence conjugale, la violence au sein des couples ou à l'égard même des enfants. Est-ce que vous rencontrez souvent ce type de problématique dans les consultations? Est-ce que les personnes arrivent à en parler, l'entourage en tout cas? On rencontre très souvent ce type de problématique, mais il faut poser la question. Je pense que tant en consultation de ville, entre guillemets, que dans les services hospitaliers, c'est une question qu'il faut poser quasi systématiquement dans une anamnèse, à la première séance ou à la deuxième séance, parce que c'est très fréquent. Mais de nouveau, c'est tabou, donc on va pas en parler d'emblée. C'est très rare, quoi qu'il arrive, qu'on en parle d'emblée. Mais le plus souvent, c'est quelque chose qui va apparaître si on en parle. Alors, de quoi parle-t-on? Mais effectivement, il n'est pas du tout exceptionnel qu'il y ait des relations sexuelles de moins en moins consenties, et donc une situation de viol intraconjugal est absolument pas exceptionnelle, et ça entraîne pas mal de culpabilité chez la dame. Donc ce sont des situations fréquentes que des relations sexuelles non consenties. Une autre situation clinique fréquente, c'est imaginez que monsieur boit, et boit beaucoup trop, il a des comportements sexuellement tout à fait inadaptés, mais que madame se met à boire aussi pour supporter cette sexualité. Ou se met à consommer des benzodiazépines pour supporter ce genre de contraintes. Donc, mais c'est très fréquent, mais il faut poser la question. Alors, il y a peut-être encore une petite notion, la question n'est pas venue directement, mais concernant cet entourage, c'est les enfants. Il ne faut pas les oublier, les enfants. Les enfants, on les voit souvent accompagnant les parents dans les lieux de cure, et j'ai vu pas mal d'enfants, j'en ai vu régulièrement en tout cas dans les lieux de cure, et ça se voit aussi parfois en consultation de ville, mais c'est moins fréquent. Mais ces enfants aussi souffrent de beaucoup de choses, ça fera peut-être l'objet de questions tantôt, mais un des phénomènes décrits, on parle de parentification. Vous voyez des enfants de 7, 8, 9 ans qui prennent le rôle de parents de leur papa ou de leur maman qui boit trop, et prennent toutes les responsabilités. Veiller à ce que papa ou maman ne se blesse pas, veiller à le mettre au lit, veiller à cacher les choses, acquérir une espèce d'hyper-responsabilité tout à fait décalée par rapport à l'âge qu'ils ont. Donc vous avez des enfants totalement parentifiés, et vous imaginez bien que c'est tout à fait contraire au cheminement qu'un enfant doit connaître pour atteindre un épanouissement dans son éducation et dans son évolution. Et Alice nous parlera des alatines et expliquera en fait ce mouvement d'entraide pour les enfants après l'exposé ici. Alors, ici, on va inverser les rôles. C'est moi qui voulais poser une question à Madame Goé, parce que c'est notamment un des domaines où elle a acquis beaucoup de compétences, c'est quels sont les dégâts que va occasionner une personne qui boit en milieu de travail, donc la souffrance des collègues au travail. Donc évidemment, la personne qui boit au travail, elle peut être très mal, mais je pense que le propos de Mme Goé va être plutôt de décrire le malaise des collaborateurs et des personnes qui travaillent dans un service où une personne boit trop. Oui. Mais d'abord, il faut quand même penser aux conséquences très graves d'une personne alcoolisée qui est sur le chemin du travail ou qui est au travail et qui exerce peut-être un poste de sécurité, sachant qu'il y a une détérioration cognitive lorsqu'on a des consommations d'alcool chroniques, et donc on a une perte de vigilance et on a une perte de réflexe. Ça veut dire qu'on peut mettre les autres collègues en danger.
Après, si on pense à une équipe de travail ou dans un bureau, la personne qui consomme, et plus le temps passe, plus il y aura une détérioration des fonctions cognitives. Ça veut dire qu'elle va moins bien se concentrer, ça veut dire qu'elle va commettre de plus en plus d'erreurs au fur et à mesure du temps qui passe. Les apprentissages qu'il faut faire vont être de plus en plus lents et la personne ne va plus pouvoir fonctionner et rendre le travail qui est attendu. Et donc, ce sont les collègues ou ce sont les chefs qui vont devoir, par rapport au travail qui est demandé, faire le travail de la personne, puisque c'est bien l'objectif, c'est qu'on a des tâches à rendre. Après, on va voir au niveau d'une équipe, on va voir différents types de comportements et on va voir apparaître, par exemple, des collègues qui vont faire le travail à la place, qui vont essayer de compenser, mais il faudra, au fur et à mesure du temps, compenser de plus en plus. On peut voir aussi différents types de réactions. Soit on isole la personne, soit on peut, vis-à-vis de la personne, avoir des paroles qui ne sont pas respectueuses de ce qu'elle vit. Et donc, c'est vraiment une problématique au niveau du travail que je rencontre au quotidien. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est qu'on n'arrive pas à parler, les collègues ou le responsable n'arrivent pas à parler du problème d'alcool au travail. C'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Et donc, on va plutôt isoler, on va attendre que la situation s'aggrave et c'est au bout du compte, quand la personne sera absente, ne saura plus venir travailler, ou lorsqu'il y aura des réactions très agressives, par exemple, dans certains cas, qu'à ce moment-là, il y aura des réactions. Mais elles sont souvent tardives parce qu'il y a ce tabou, cette difficulté d'oser parler à la personne qui consomme et de lui dire qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps. Il me semble que tu es moins bien, peut-être tu sens peut-être l'alcool, ou tu caches de l'alcool, je m'en rends compte. C'est vraiment difficile d'arriver à parler directement à la personne. Et alors au niveau de la vie sociale, au niveau des loisirs, ce sont les personnes qui boivent vont arrêter d'aller faire leur sport et s'isoler pour consommer cool chez elles. De toute façon, consommer prend énormément d'énergie. De boire et de récupérer, cette énergie, elle ne va pas être disponible pour aller faire son jogging ou rencontrer ses amis. Voilà. Merci. Oui, voilà qui est clair. Alors, les proches deviennent, docteur Bernard, les proches deviennent donc dépendants de la personne qui boit. Donc, on est dans un cercle vicieux. Et comment est-ce qu'on en arrive à ce cercle vicieux? Oui, donc on appelle ça, comme on dit dans les livres, la codépendance. Alors, c'est quoi la codépendance? Mais d'abord, peut-être donner quelques exemples de codépendance. Et puis on verra peut-être aussi le bénéfice de la codépendance. Mais d'abord quelques exemples, parce que c'est un comportement très, très régulier, pas nécessairement. Je rencontre, donc on verra ça dans mon bureau, il y a toujours un deuxième siège pour un membre de la famille, voire un troisième siège. Il y a des familles où d'emblée, il n'y a pas de codépendance. Ça existe aussi. Donc la codépendance n'est pas quelque chose de généralisé. Loin de là, mais c'est fréquent quand même. Alors, c'est quoi la codépendance en termes de quelques exemples? Mais c'est si c'est monsieur qui boit, mais mon mari est grippé et ne se rendra pas au travail, il rentrera un certificat demain. En fait, il n'est évidemment pas grippé, c'est souvent le lundi matin. Voilà, donc ça c'est une chose. Ou aller chercher des boissons pour la personne qui n'est pas en état de se déplacer ou qui ne souhaite pas aller ou qui fait pression sur son entourage pour que l'entourage aille chercher la boisson et l'entourage, pour avoir la paix ou pour d'autres raisons, finalement, c'est l'entourage qui alimente
en boisson ou en cocaïne la personne qui a le problème. C'est aussi au niveau du travail, mais ça Dominique a donné l'exemple, les collègues qui ne prennent pas les choses en main. C'est aussi le fait des soignants parfois. Il y a encore bien des soignants, sauf ceux évidemment qui sont dans des services cliniques où on soigne ce type de patients, mais où on ferme les yeux. Que ce soit des médecins généralistes, des médecins spécialistes, j'entends régulièrement encore des propos extrêmement banalisants par rapport à une consommation qui est connue. Pourtant, vous allez voir votre cardiologue ou votre pneumologue ou votre oncologue, il ne peut que savoir ou se douter, éventuellement par une biologie, si vous êtes à un stade tardif, que ça ne va pas et la question n'est même pas posée. C'est aussi dans certains couples quelque chose de... si tu n'arrêtes pas de boire, je vais te quitter, et ça se dit une fois tous les mois, et ça dure depuis 10 ans, et on est toujours ensemble. C'est un exemple caractéristique aussi de codépendance. Alors ça, c'est pour des exemples. Alors qu'est-ce que c'est, notamment, cette codépendance? Une façon d'expliquer ça à mes patients, je dis que normalement, dans une vie, chacun a ses centres d'intérêt et un espèce de centre de gravité. Normalement, dans un couple, monsieur devrait avoir sa vie, qui a son propre centre de gravité, et madame a sa vie, qui a aussi son propre centre de gravité. Et un bon couple, c'est quand les cercles se rapprochent, il y a interpénétration des cercles, et il y a des activités communes, bienfaisantes, régulièrement. Donc un couple, c'est quand même rester chacun soi-même et partager beaucoup de choses. Et pourquoi ces personnes agissent, ces codépendants agissent avec autant de gentillesse jusqu'à en être même parfois irritants? Comment explique-t-on? Les codépendants, donc ayant oublié leur propre vie, se plaçant entièrement dans la vie de l'autre, sont persuadés qu'ils vont pouvoir agir, modifier le comportement, être quelque part la personne qui va amener le changement, la modération ou l'arrêt. Donc aussi un sentiment de toute puissance. Je vais faire changer mon mari ou mon épouse. Ça, c'est un des mécanismes au cœur de la codépendance. Et ces personnes, très longtemps, les codépendants sont extrêmement optimistes, ne voient pas vraiment les choses, se disent toujours que ça va aller mieux dans quelques semaines ou dans quelques mois, et ça peut durer des années. Et donc elles sont parfaitement bienveillantes, à la limite minimisent parfois même les problèmes de boisson dans la famille en disant mais ça va aller mieux. Jusqu'au jour où alors parfois c'est une inversion tout à fait majeure. On passe de bienveillance et de soutien à une espèce d'irritation et de colère contre celui qui boit ou celle qui boit, avec à ce moment-là colère notamment parce qu'on a été trompé, parce qu'il y a des consommations cachées, parce qu'il y a trop longtemps que ça dure. Et donc les codépendants, mais tout le monde n'est pas codépendant, dans un premier temps c'est plein de bienveillance, plein de soutien, ça paraît l'épouse ou l'époux idéal, jusqu'au jour où vous voyez les choses s'inverser, parfois jusqu'à des colères très caractérisées, voire qu'on passe du plein soutien à une demande de séparation. Et quels sont les bénéfices du codépendant? Alors, je pense qu'on peut voir plusieurs bénéfices, mais notamment c'est valorisant dans la mesure où la personne codépendante elle-même a un espèce de vide existentiel. Or, ce n'est pas exceptionnel du tout, mais pouvoir aider quelqu'un d'autre et, si possible, même le sauver. Mais voilà un destin, voilà un pari à relever qui va donner du sens à la vie. Donc ça, c'est une des raisons les plus fréquentes, peut-être qu'on trouve au cœur de la codépendance, mais aussi ce fait, je me dis qu'en fait, on a mis entièrement ses préoccupations dans la vie de l'autre et qu'on n'a plus de vie à soi. D'ailleurs, un des conseils thérapeutiques qu'on donnera aux codépendants, c'est il faut refaire votre propre vie. Ce sont des couples très fusionnels qui, en même temps, souvent n'ont plus de vie intime ou sexuelle, où l'un veille sur l'autre, mais d'une manière hyper protectrice.
Oui. Et les relations se dégradent avec le temps qui passe. Tout à fait. Les rôles vont changer au sein d'un couple codépendant. Et si c'est monsieur qui boit et madame qui est codépendante, mais de moins en moins elle sera épouse, de plus en plus elle va se comporter comme une maman. D'ailleurs, quand vous questionnez les familles à ce moment-là, imaginez qu'il y ait 4 vrais enfants. Parfois, je dis d'une façon tout à fait bienveillante, et vous n'auriez pas un 5e enfant, votre mari? Et c'est tout à fait ça, docteur, qu'on me dit. Voilà. Donc, il y a des rôles qui se perdent. Ça peut être tout à fait vrai aussi, si c'est madame qui boit et monsieur qui est codépendant, monsieur se fera peut-être maternel, et il y a des rôles familiaux qui changent. Et si madame devient l'infirmière, entre guillemets, et n'est plus vraiment l'épouse, souvent, effectivement, ce que tu évoquais, en termes de sexualité, souvent, il n'y en a plus du tout. Cette dimension-là aussi disparaît avec les changements de rôle, entre guillemets. Madame peut devenir infirmière ou monsieur peut devenir infirmier ou docteur de... Tout à fait, tout à fait. Ça va dans les deux sens. Hein. Est-ce que ça arrive que les proches alors viennent consulter le médecin pour parler du problème de mésusage d'alcool du conjoint? Oui, moi je pense... En tout cas, c'est des situations que je rencontre aussi, qui ne sont pas très très fréquentes, mais qu'on rencontre de plus en plus souvent. Donc, et d'année en année, je vois changer les choses. Là, je pense aussi que l'information qu'on porte à cette problématique, le fait qu'on la connaisse mieux, qu'on connaisse mieux les ressources, ça fait que très régulièrement, moi j'ai des coups de téléphone de conjoints, de conjointes, voire d'enfants, en fait des grands enfants. D'habitude, heureusement que j'ai pas des petits qui me téléphonent, mais des enfants des grands adolescents ou des jeunes adultes qui téléphonent à propos de leur papa, de leur maman, en disant « ça ne va absolument pas ». Et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a appris par Internet, par ceci, ou par la province, qu'il existait des ressources en la matière. Et donc, de plus en plus, on a des demandes directes de famille. Alors, avec cette question toujours, oui, mais puisque vous êtes le médecin, c'est le secret médical, on ne peut pas vous parler de cette situation. Ben, je dis non, vous pouvez me parler de cette situation, il n'y a pas de problème. Donc, et effectivement, je pense, on va déjà un peu plus loin dans le débat, le secret médical, qui est toujours respecté, n'exclut absolument pas un travail avec la famille. En tout cas, dans ma conception du travail, c'est comme ça, et je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et donc ici, on arrive à la fin de votre exposé. Il est important d'évoquer les ressources, les solutions pour les proches. Qu'est-ce qu'il en est? Oui. Alors, il y a une série de... donc, les ressources médicales et psychologiques sont de plus en plus nombreuses. On va peut-être les évoquer après. Et notamment, donc, on a beaucoup parlé de cette codépendance, mais ces ressources vont notamment s'atteler à détricoter, si c'est possible, cette codépendance. Maintenant, en termes de ressources, mais effectivement, je pense que... moi, j'ai vu le temps passer, si je peux dire. Autant il y a 30 ans d'ici, les ressources étaient quasi inexistantes. Moi, j'ai remarqué que ces 10 dernières années, les ressources ne font que se révéler. Différents centres hospitaliers, ambulatoires, des psychologues indépendants, des médecins généralistes indépendants ou en maison médicale. Il y a de plus en plus d'intervenants sensibilisés à cette problématique, hein, et notamment les formations en la matière augmentent. Il existe un certificat interuniversitaire en alcoolologie réuni sur nos 3 universités et ce qu'on appelle la SSMG. Et nous avons formé en 4 ans, ici maintenant, plus de 100 intervenants, médecins généralistes, infirmières, psychologues, gastroentérologues, psychiatres, autres. Donc le niveau de formation augmente et continue à se faire, et ça c'est de bon augure pour l'avenir. Et savoir qu'il y a 100 intervenants parfaitement formés, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais je vous répondrai
qu'avant cela, c'était peut-être 10 fois moins. Rien qu'en région liégeoise, je peux vous documenter 10 à 15 intervenants tout à fait compétents en la matière. Vous m'auriez demandé mon avis il y a 3 ou 4 ans, j'aurais dit je connais 2 ou 3 personnes peut-être qui s'occupent vraiment de ce genre de problématiques. Donc les ressources augmentent, il faut que ça se sache, et des documents existent à ce sujet. Il existe notamment un site qui s'appelle réseaualcool.be, en un mot, réseaualcool.be, qui est une initiative notamment de la SSMG, mais où vous trouvez un répertoire des intervenants. Il n'est pas parfaitement au point, mais on est en train de l'améliorer, ce répertoire. Oui. On s'occupe de plus en plus aussi de la souffrance, de la détresse des proches d'une personne qui est dans le mésusage d'alcool. Et outre les solutions médico-psychologiques, est-ce qu'il y a d'autres formes d'aide pour les familles ? Alors, il y a d'autres formes d'aide. Il y a les groupes d'entraide qui peuvent offrir, donc les groupes de pairs, qui peuvent offrir différentes solutions, qui sont parfois différentes, mais qui les unes et les autres se prêtent à des situations différentes probablement. C'est vrai qu'Alice va nous parler d'Alanon, qui est une aide au conjoint. Un groupe comme le groupe Vie Libre en région liégeoise et dans nos Ardennes, mais on peut aller en famille. C'est tout à fait normal. Chez Alcooliques Anonymes, on ne va pas en famille, mais c'est une méthode qui a d'autres avantages. Donc, il y a différents types de groupes d'entraide. Il y a d'autres groupes en région liégeoise, des groupes d'entraide, où parfois les familles sont associées, parfois moins, mais aussi on va vers. En tout cas, moi, ce que je sais des groupes d'entraide, c'est que de plus en plus, d'une façon ou de l'autre, les familles sont concernées. Alors, pour terminer votre exposé, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer ? Alors, non, le dernier message, il serait plutôt optimiste, parce que c'est vrai que souvent on pose la question, tant au niveau de nos consultations ou des hospitalisations, est-ce qu'on a des résultats ? Moi, je trouve qu'on a beaucoup d'excellents résultats, que ce soit en milieu hospitalier où j'ai travaillé longtemps et je vois des collègues de l'hôpital où j'ai travaillé. Mais moi, je dis que assez souvent dans un hôpital, mais je pense que c'est aussi en médecine, on a un tiers de très bons résultats, c'est-à-dire des gens qui vont très bien au bout d'un an, n'ayant plus consommé ou exceptionnellement, ils vont vraiment très bien. Chez un tiers, le grand changement est en route, et chez un autre tiers, on pense que le travail n'a pas porté, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est un travail en profondeur qui se fait, et c'est probablement des personnes qui nécessitent plus de temps pour obtenir un changement. Mais donc moi, je suis un soignant très, très optimiste. Je trouve qu'il y a beaucoup de bons résultats. Eh bien, merci beaucoup. Et donc maintenant, on va céder la parole à Alice, qui va peut-être d'abord nous expliquer ce que sont les groupements d'entraide Alanon et Alatine. Et puis après, il y aura votre témoignage. Oui. Est-ce que vous entendez bien? Oui? Oui, voilà, parfait. Bonsoir chaleureux à vous toutes. La plupart d'entre vous connaissent certainement ou ont déjà entendu parler des alcooliques anonymes, du mouvement des alcooliques anonymes, qui aident les personnes ayant des problèmes d'alcool à se rétablir et à accepter leur abstinence. Les AA sont une aide précieuse pour nous les proches et pour faire connaître notre mouvement, les groupes familiaux Alanon et Alatine. Les groupes Alanon sont composés de conjoints, conjointes, compagnes, compagnons, parents, frères, sœurs, bref, toutes les familles et amis des proches malades alcooliques. Ceux-ci partagent leur expérience, force et espoir pour résoudre leurs problèmes communs, le grand mal familial qui est donné par le mésusage de l'alcool dans la famille. Les groupes Alatines sont une section d'Alanon et sont composés de jeunes à partir de 12 ans dont la vie est ou a été affectée par l'alcoolisme d'un membre de leur famille. Les réunions sont soutenues par des guides spécialement formés. Les enfants souffrent beaucoup également. Donc Alanon et Alatine n'ont qu'un seul but,
aider les familles à faire face à la consommation problématique d'alcool d'un proche. Par mon témoignage, je vais vous expliquer, vous parler comment Alanon a pu m'aider, moi en tant qu'épouse, à faire face à la consommation d'alcool de mon mari, à accepter sa maladie et à bien vivre, mais ce fut un long chemin. Je m'appelle Alice et je suis Alanon. Mon époux François-Jacques est AA, alcoolique abstinent. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Au début de notre mariage, j'ai remarqué que mon mari buvait beaucoup. Et il faisait ça très discrètement, en catimini. Ce n'était pas tous les jours, mais j'appréhendais les week-ends et les jours fériés. Son comportement changeait. Il devenait agressif. Non pas en acte, non, ça certainement pas, mais en parole. Et j'avais peur, j'avais tout le temps peur, j'avais peur des accidents, j'avais peur, on avait des problèmes de toutes sortes. Cependant, comme ce n'était pas tout le temps, la vie était supportable et mon mari était un excellent papa. Il a réalisé sa dépendance à l'alcool suite à une punition qu'il avait donnée à notre fille lors de la Saint-Nicolas. Nous séjournions en Allemagne et après une cure à l'hôpital militaire, il a rejoint les groupes AA de Bourg-Léopold et ça l'a aidé énormément. Il était abstinent. Nous avons une vie normale, de couple, avec des hauts et des bas. Mais l'alcool était absent de notre vie de ménage. Notre fille a pu faire ses études et peu après son mariage, la pension approchant et différentes choses, Jacques a fait une rechute et ce fut la descente aux enfers. Il buvait tous les jours, ouvertement cette fois-ci. L'épée de Damoclès était au-dessus de notre tête. La peur était omniprésente. Je ne vivais plus, je survivais. J'étais pieds et poings liés et surveillais constamment. Et puis je me fâchais, je pleurais, je menaçais, je suppliais. Bref, je tentais tous les moyens pour qu'il cesse de boire. En vain. J'étais épuisée, physiquement et moralement. Et lui n'allait pas beaucoup mieux, il était au fond du tunnel. Alors une amie nous a dit, voilà, Alice, ton mari a soif. Tu ne peux rien pour lui, mais pour toi, tu peux beaucoup. Va chez les Alanon et tu verras. Pour moi, je peux beaucoup, je ne vivais qu'en fonction de lui. Je me demandais ce qu'elle voulait dire. Mais j'ai pris mon courage à deux mains parce que c'est pas facile. Et je suis allée chez les Alanon. J'ai franchi fin 2000 les portes d'Alanon à Bressou pour la première fois. Et j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens sympas, des gens souriants, moi qui ne souriais plus. Ah oui. Et pour la première fois, j'ai rompu la loi du silence. J'ai parlé. Et puis j'ai été écoutée. Et oui, j'ai été écoutée. Et alors, je me suis rendu compte que je n'étais plus une paria, que d'autres vivaient ou avaient vécu le même problème que le mien. J'ai donc appris que mon mari était malade et que moi j'étais codépendante. En fait, je ne vivais qu'en fonction de lui et j'étais malade de vivre avec une personne qui n'était pas bien, constamment. Comme un brave petit soldat, je me suis munie de ma valise RTL. Qu'est-ce que c'est que cette valise RTL? Eh bien, ce sont mes réunions, ce sont les coups de téléphone que je pouvais donner quand j'allais mal à des amis, à Alanon, et puis la littérature à Alanon que j'ai lue à mon aise et qui m'a appris beaucoup. Mais à ce moment-là, j'avais surtout besoin de contact à nouveau. Et puis, j'ai appris une chose essentielle, c'est que tous mes efforts étaient inutiles, j'étais complètement impuissante et que je faisais en fait tout ce que je ne devais pas et qu'il ne fallait pas en fait. Et je refusais de lâcher prise.
J'ai compris que je faisais tout ce qu'il ne fallait pas grâce à la règle des 3 C que Alanon m'a dite, c'est-à-dire cause, contrôle et cure. Mon mari ne buvait pas à cause de moi, parce que j'avais un fameux complexe de culpabilité. Je croyais que c'était à cause de moi qu'il buvait. D'ailleurs, il le prétendait aussi. Mais il buvait simplement parce qu'il avait besoin de boire, parce qu'il était alcoolique. Je ne pouvais le contrôler, car on ne contrôle pas l'incontrôlable, et ça ne servait à rien que je surveille les bouteilles, etc., qui cachaient. Et je ne connaissais pas la cure ni le traitement. Ce n'était pas grâce à moi qu'il allait guérir, et parce que je n'étais pas thérapeute, et voilà. En effet, lui seul pouvait décider d'arrêter de boire pour se soigner. Cependant, une amélioration de mon comportement, et ça c'est quelque chose de très essentiel que j'ai appris chez Alanon, pouvait exercer une influence bénéfique. Donc, je devais moi-même avoir le courage de changer. Eh oui, tout devenait lentement plus clair. J'avais besoin d'aide, ça c'était clair. J'avais besoin des autres et aussi d'une force qui pouvait me permettre de surmonter mes épreuves et de retrouver mon équilibre. Je devais me rétablir moi aussi parce que j'étais très mal. Petit à petit, par les réunions, par des partages enrichissants et le programme de rétablissement, un calme réparateur a fait place à tous mes sentiments négatifs. Et oui, j'avais de la colère, j'avais de la rancune, ma codépendance, j'avais de l'amertume. Grâce à une vigilance quotidienne, j'ai retrouvé petit à petit la paix avec moi-même. Et en fait, j'ai réappris à m'estimer parce que je n'avais absolument plus d'estime pour moi. J'ai réappris à m'aimer. Et depuis, j'ai commencé à revivre tout doucement. J'ai appris aussi, pas seulement à penser à moi, mais aussi à écouter les autres, à converser, à les aimer. Grâce à Alanon, je me suis rétablie petit à petit et par gratitude, je me suis engagée dans les services car je tiens à transmettre ce merveilleux message d'espoir délivré à tous les proches. Vous recevrez de l'aide si vous essayez de garder l'esprit ouvert. Vous en arriverez à constater qu'il n'y a pas de situation trop difficile pour être améliorée, ni de malheur trop grand pour être soulagé. Au début, lorsqu'on nous dit que le programme Alanon peut nous amener à la sérénité, eh bien, on préférerait nettement qu'il guérisse la personne alcoolique et nous aide à réparer les pots cassés. J'ai constaté que les nouveaux membres à Alanon sont intrigués par le fait que certains d'entre nous continuent à fréquenter les réunions. Eh bien, qu'ils connaissent la sobriété dans leur foyer. En réalité, ces réunions, elles sont devenues nécessaires. Elles n'ont pas un caractère temporaire, mais elles deviennent vitales car notre équilibre intérieur en dépend. Et grâce à la philosophie de vie du programme qui est valable, et ça, c'est valable dans tous les domaines de notre vie, nous remarquons aussi, ça nous aide, ce n'est pas... parce que, par exemple, j'avais le défaut, je ne savais pas dire non. Eh bien, j'ai appris à dire non. Et j'ai appris aussi à poser mes limites. On apprend des tas de choses grâce à l'aide des autres et par le partage et par les dialogues. Maintenant, pour vivre pleinement, je dois accepter la réalité qu'elle est et ne plus me voiler la face. Si mon mari est maintenant abstinent, il restera cependant malade, alcoolique, qui heureusement se soigne grâce à son programme et grâce à l'aide et au partage de son groupe d'entraide chez les âmes. Lui seul est responsable de sa vie. Ça, j'ai dû aussi l'admettre. Je ne devais pas non plus être le sauveur et être codépendante. Lui, c'est lui qui est responsable de sa vie, comme moi, je suis responsable de la mienne. En ayant conscience de tout cela, j'assume et je réalise que je ne peux rien y changer. Je ne peux pas changer les autres, je ne peux me changer que moi-même. Alors, chez Alanon, nous avons un bon slogan qui nous dit « Vivre et laisser vivre ». Et on apprend petit à petit à
devenir nous-mêmes et à vivre nous-mêmes notre propre vie. Je tiens surtout à garder ma confiance et mon calme intérieur, même dans les moments de doute qui sont parfois récurrents parce j'ai beaucoup souffert. Et de temps en temps, il m'arrive de redouter, d'avoir des rechutes, mais ça ne dure pas longtemps. C'est un genre de flashback, de flashback. Mon leitmotiv est de m'occuper de moi, me dorloter. Ça, c'est bien. Profiter des bons moments. C'est vrai, en fait, je pensais uniquement à mon mari à ce moment-là, et je ne pensais plus à moi. Si on m'avait dit à ce moment-là, tu dois penser à toi, penser à quelque chose, je n'avais plus rien qui m'intéressait. Donc, j'ai recommencé à prendre soin de moi. Et c'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, seul le présent doit compter. Le présent, ça signifie aussi cadeau en français. Le passé, ben voilà, c'est passé. Bon, et l'avenir, je ne sais pas ce qui m'attend dans l'avenir. Donc, le jour que je vis est un cadeau qui est magnifique et je dois en profiter. J'ouvre maintenant les yeux et je me retrouve avec plaisir le moment de vivre l'instant présent. Et ce, malgré tous les problèmes de la vie. J'avais remarqué que j'avais oublié des tas de belles choses qui se passaient. Et j'ai médité, et je médite encore, sur cette question essentielle. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Est-ce que c'est l'argent? Si je gagnais à la loterie, est-ce que ça effacerait dans la vie toutes les conséquences de l'alcoolisme du proche? Non, bien sûr que non. J'ai découvert chez Alanon une philosophie de vie tolérante basée sur l'expérience, la force et l'espoir. Et en suivant le programme de soutien spirituel, maintenant j'affronte l'esprit en paix, les moments difficiles qui jalonnent ma vie. Puisque je dois faire face à tous les problèmes normaux, la seule réponse est d'accepter les choses que je ne peux changer et de changer celles que je peux. Alors après un long cheminement, je dois dire que maintenant, j'ai trouvé la paix du cœur et de l'esprit. Je suis sereine et cette sérénité, elle ne s'acquiert pas avec de l'argent, mais elle est à portée de nos mains, grâce au programme de rétablissement et qui est valable dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, je vais bien. Merci de votre présence et de votre écoute. Et merci Alice de votre témoignage. Et désolée pour la petite sonnerie. Le docteur est de garde. Merci. Merci Alice. Merci docteur. Madame Goé, merci. Voilà, comme promis, nous allons passer à nos questions-réponses. C'est le moment, c'est l'instant. Vous allez pouvoir être en tête-à-tête avec nos invités un peu plus et leur poser des questions très précises. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas une consultation, ce n'est pas une salle d'attente. Voilà. Alors, nous avons peut-être des questions qui sont aussi arrivées par Internet. Peut-être lancer une question comme ça qui est arrivée sur le web. Docteur, comment se fait-il, Madame Goé, que le groupe Alanon n'est pas aussi connu comme ça de la part de vos collègues, de la part d'autres services et ne remporte pas autant de succès? Dites-moi, avez-vous... C'est une question de quelqu'un qui nous a envoyé un message via Facebook, en fait. Oui, les groupes comme Alanon, d'autres groupes, apparemment, c'est une interrogation d'un... Je pense que de façon générale, en tout cas, les groupes d'entraide pour proches, c'est vrai que c'est plus confidentiel, mais ça ne demande qu'à croître, si je peux dire, mais ça n'est pas facile. Il existe des groupes alatines pour enfants. Que je sache, c'est très peu de personnes qui sont concernées par ça en Belgique. Donc, c'est le type de ressources qui mérite d'être mieux connu. Maintenant, il faut remettre ça dans un contexte plus global. On dit que parmi les personnes qui ont des problèmes sérieux avec les boissons alcoolisées, seulement 10% font appel à l'aide et aux soins. Donc, en ce compris au niveau des groupes d'entraide. Mais donc, par rapport au milieu professionnel, on n'a que 10 à 15%
Les autres continuent dans le désert avec toutes leurs problématiques et sans aide. Donc effectivement, il y a peu, et ça c'est un des challenges de santé publique pour les prochaines années, c'est augmenter, mais notamment en faisant mieux connaître les possibilités d'aide. Mais donc, je pense que Al-Anon souffre peut-être d'être peu connu, mais je dis de façon générale, l'aide souffre d'être peu connue. Maintenant, l'aide professionnelle, cette info se répand probablement plus facilement par les médias que l'entraide au sens large du terme. D'accord, ok. Ça mérite en tout cas peut-être de promouvoir ce genre d'aide. Oui. Tout à fait. Je pense que ça peut se faire. Voilà. Quelqu'un aurait-il... Oui, mademoiselle. Je vais venir près de vous. Bonsoir. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport aux ressources. En fait, vous avez parlé des ressources extérieures, principalement, mais j'étais venue un peu chercher des pistes de ressources intérieures. Qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, en place avec ce qu'on possède, soit. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à une personne en crise ou qui a bu, on a beau essayer toutes sortes d'attitudes et de comportements différents, que ce soit la colère, la tristesse, la détresse, le lâcher-prise, en fait, rien n'est efficace. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des pistes de façon générale, en fait? En fait, voilà. Il y a un sentiment d'impuissance qui est présent et on peut passer par tous les registres des émotions, de tristesse, de colère, mais ça ne va pas modifier le comportement de la personne qui a une addiction. Donc, je pense que la première étape, c'est soi-même aller parler de sa détresse et de ce qu'on vit, de sa souffrance auprès de... Ça peut être son médecin traitant, ça peut être un psychologue, ça peut être aller dans un groupe d'entraide, Al-Anon, Vie Libre, pour rencontrer des personnes et partager ce vécu douloureux. Et aussi avoir des pistes, comment d'autres s'en sont sortis. Après, il n'y a pas une solution applicable. C'est à chacun de trouver ce qui va lui convenir. Est-ce qu'on a répondu? Ça va? Peut-être un tout petit mot, peut-être, mais dans un plan de soins qui soit en consultation ou à l'hôpital, c'est aussi faire l'inventaire des ressources de la personne elle-même. Et cette personne, quand on la questionne, il s'avère qu'elle a des ressources, mais qu'elle n'utilise pas toujours, ou qu'elle méconnaît, ou qui sont dans l'ombre. Il est bien clair que dans un plan de soins, c'est faire appel aux ressources de la personne. Que toute l'aide ne vient pas de l'extérieur, c'est aussi mobiliser l'énergie et les ressources de la personne, dont je veux dire que souvent la personne elle-même les met un peu de côté et trop de côté. Ok. Je vais remonter. Bon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'ai envie d'un petit mot à l'attention de cette personne. Dans les groupes alcooliques anonymes, il est souvent fait référence à une ressource insoupçonnée. Puisque dans ces groupes, on fait référence à une puissance supérieure, mais tous les AA savent qu'il n'y a jamais une main qui est descendue du ciel pour écarter leur verre, mais tous font l'expérience d'une ressource insoupçonnée. Par ailleurs, sur la question que vous posiez, c'est une question de communication. Et il est bien établi que dans un couple où il y a de l'alcool, la communication n'est pas possible. Non. Elle n'est pas possible dans le chef de la personne qui consomme, mais souvent elle n'est pas possible dans le chef de la personne qui l'accompagne, puisqu'elle n'utilise pas des principes de communication reconnus comme la communication non violente, où il s'agit de parler de soi, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc c'est très difficile d'aborder la question avec une personne alcoolique, d'autant qu'on n'a jamais vu un alcoolique renoncer à son assuétude pour des raisons morales. Ça n'existe pas. Alors j'ai une question, j'étais un peu surpris que vous parliez de
mésusage, est-ce que vous parleriez de mésusage de la cocaïne, de l'héroïne ou du shit? Parce qu'en fait, l'alcool est une drogue et comme Camus le disait, à ne pas nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. J'ai envie de dire, l'alcool est une drogue pour les personnes qui, pour des raisons complexes, génétiques, émotionnelles, autres, entrent dans cette spirale qu'on a décrite dans ce continuum. L'alcool, pour la plupart des citoyens, n'est pas problématique en tant que tel. D'ailleurs, moi je dis souvent, le diable n'est pas dans la bouteille, le diable est dans la conception que la personne se fait, dans les émotions de la personne, dans le fonctionnement de la personne, alors que ce n'est pas vrai pour la cocaïne. Effectivement, je ne connais pas d'usage raisonnable de la cocaïne, je ne connais pas d'usage raisonnable de l'héroïne. Pour les boissons alcoolisées, la plupart des citoyens font un usage raisonnable des boissons alcoolisées. Maintenant, il y a quand même pas mal de citoyens qui sont en difficulté par rapport à la boisson. Je pense qu'il y a au moins 1 million de Belges qui sont en difficulté avec la boisson. Mais ça veut dire aussi qu'il y en a quand même plusieurs millions qui ne sont pas en difficulté avec la boisson. Donc l'alcool est une drogue pour certains, mais ce n'est pas tout à fait la même que d'autres drogues. Il y a quand même des différences. Elle devient une drogue dure chez ce que je ne veux plus appeler les alcooliques, mais effectivement, l'alcool peut devenir une drogue très dure. Le sevrage peut être aussi difficile que celui de l'héroïne, dans certains cas. Mais il faut reconnaître que chez certains, la boisson reste très conviviale et que ça leur fasse du bien. Alors, ça c'est aussi... Non. Alors, je pense que chez quelqu'un qui n'a pas de problème de boisson alcoolisée, qui consomme de façon tout à fait conviviale, l'effet psychotrope, il existe, mais il est léger, il est légèrement joyeux, mais il est minime. Chez une personne qui entre dans cette spirale et ce continuum, l'effet psychotrope, il est majeur. C'est un gros anxiolytique au départ. Et pourquoi est-ce qu'il est majeur chez certains et pas chez d'autres? On évoque de plus en plus quand même des causes génétiques. Le poids de la génétique, c'est 50% dans les addictions. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui tournent mal, entre guillemets, et d'autres pas? Mais notamment la génétique qui est pour quelque chose. Mais il n'y a pas que la génétique. Voilà. Merci, docteur. Quelqu'un d'autre pour une question? Je fais le tour. Monsieur. Bonsoir. En fait, comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui ont un souci vis-à-vis de l'alcool? Parce que vous dites qu'on ne doit pas les sauver, mais comment est-ce qu'on peut les renvoyer vers les bonnes personnes ressources, par exemple, et les pousser à aller voir ces personnes? Comment arriver à les pousser par rapport aux proches? Moi, je vais par exemple penser au travail, puisque je suis beaucoup en rapport avec des personnes qui ont des problèmes d'alcool au travail. Mais c'est d'abord de parler avec la personne. Il y a quelqu'un qui disait ne pas utiliser une communication violente, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est de dire ce qui ne va pas, ce qui se passe, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau du comportement. Ici, dans le cadre du travail, laisser quelqu'un qui est en train de perdre pied au niveau du travail parce qu'on se rend compte que il va moins bien, il sent peut-être l'alcool, il fait des erreurs, ce qui n'était pas le cas avant. Si vous laissez la personne continuer comme ça, on va se retrouver dans 5 ans ou dans 3 ans, je veux dire, avec quelqu'un qui est isolé et qui est dans une consommation chronique et qui va décrocher du travail ou peut-être perdre son travail. Donc c'est oser parler de ce qui ne va pas et donner des faits aussi. Expliquer, il y a des erreurs, tu n'es plus comme avant, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des plans de prévention qui existent au niveau
des entreprises ou de la médecine du travail pour aider les personnes parce qu'elles sont reconnues comme ayant un problème de santé. Voilà pour le On a répondu à votre question, monsieur? Merci. Avant de repartir vers vous, je voudrais quand même lire une question que nous avons reçue ici via Facebook. Que se passe-t-il dans la tête d'un malade alcoolique quand ses proches se désintéressent de lui? S'il sent que tout le monde le lâche, qu'est-ce qui se passe? Comment doit-il se sentir? Je ne sais pas. Avez-vous... On va peut-être répondre à plusieurs. Oui, à plusieurs. Tu veux commencer, Monique? Mais Ton point. Vous pouvez tous répondre, il n'y a pas de souci. Alice. Que se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique quand il sent que ses proches se détachent de lui? J'ai des difficultés de répondre à cette question-là parce que je ne me suis pas détachée de lui. Je me suis détachée de sa maladie. Et ça peut faire, disons, le fait... ça peut le forcer à prendre conscience. Mais ça dépend dans quel état il est. Un alcoolique, quand il est dans sa boisson, en fait, il n'a plus de réaction. Il est totalement perdu, quoi. Et plus rien ne l'intéresse. Il vit dans son monde à lui et il est vraiment mal. Donc, je crois que le proche ne peut rien pour... Et c'est ça l'impuissance que nous avons. Nous avons beau faire tout ce que nous voulons, et c'est ça qui nous aide pas à nous détacher. On ne se détache pas de la personne, on se détache... on lâche prise parce qu'on sait qu'on ne sait rien faire. Et il peut réagir, mais ça dépend aussi de son état et ça dépend comment il est. Chaque personne est différente à ce niveau-là, quoi. Oui. C'est très difficile à expliquer. Je comprends. Oui. Madame Goé, et vous? Mais le couple ne va pas bien, puisqu'on a vu qu'il y avait de la codépendance qui pouvait se mettre en place, que les relations et la communication étaient complètement perturbées des deux côtés. Et donc, quelqu'un qui est dans la dépendance, l'obsession, c'est de consommer. Voilà. Maintenant, on peut voir des réactions de personnes qui vont vouloir peut-être se soigner, d'autres peut-être qui vont encore plus boire d'une manière suicidaire. Oui. On voit aussi des personnes qui vont aller se faire soigner à l'hôpital et c'est à ce moment-là que le conjoint va décider de partir, comme s'il avait... la personne était prise en charge par d'autres et se donnait l'autorisation de passer, oui, peut-être, oui. Oui. Voilà. Mais je vais un peu dans le même sens, où c'est une situation de crise, alors de deux choses l'une, ou bien on va encore plus loin dans le désastre, ou bien c'est parfois le déclic, ce qu'on appelle le déclic, et subitement, vous voyez la personne qui prend de bonnes décisions, qui accepte de se faire soigner ou qui prend une série de bonnes décisions. Donc, vous voyez les deux. Madame Alice. Oui, mais je crois que le déclic, comme vous dites, le magic moment, comme les personnes alcooliques parlent, dépend de lui et que la famille ou n'importe quoi, au moment où... Non, c'est lui seul qui peut prendre la décision de se soigner ou pas, je crois. Et je crois que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, danser sur notre tête, n'importe quoi, ça ne servira à rien. Et c'est ça qui fait notre impuissance, notre mal-être, etc. quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Merci à vous. Alors, on va repartir. Quelqu'un d'autre peut-être? Je reviendrai vers vous, monsieur, mais si vous pouvez voir un petit peu une autre question parmi vous. Voilà. Je reviendrai près de vous après, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je voulais juste appuyer sur le fait que je consommais beaucoup de cocaïne avant. Mais je parle de ça, oui, il y a 7 ans, et beaucoup d'alcool aussi. Malgré que les gens voulaient m'aider, je ne voulais pas. Et comment expliquer ? Je continuais à consommer, je trouvais ça amusant, c'était un peu autodestructeur, mais je n'arrivais pas à arrêter. Et en fait, j'ai dû, on m'a envoyé chez un médecin qui, lui, voulait me prescrire des médicaments pour arrêter.
Et de là, en fait, c'est ça qui m'a fait le déclic. J'ai dit, bah oui, mais arrêter une dépendance pour être dépendant à autre chose, c'est un truc que je voulais pas non plus. Et en fait, j'ai arrêté. Il m'a dit que je devais arrêter et mordre sur ma chic pour le sevrage. Du coup, j'ai arrêté, ça a repris. Et puis alors, j'ai arrêté pendant à peu près 1 an. Et là, ici, ça fait 7 ans que j'ai arrêté la cocaïne. Et donc, du coup, je voulais appuyer sur le fait que, justement, je pense qu'on peut aider les gens, maintenant c'est ma vision de voir les choses, on peut aider les gens qui nous entourent dans ces problèmes-ci, mais je pense que si eux ne veulent pas être aidés, ça ne sert à rien. Après, je me trompe peut-être, hein. Ou alors il y a plusieurs profils, je ne sais pas du tout. Voilà. Mais... Merci monsieur, et félicitations aussi, parce que oui. Je crois qu'on peut l'applaudir. Oui. Peut-être une toute petite réaction. Effectivement, j'entends très bien ce que vous dites et voilà qui est parfait en ce qui vous concerne. Maintenant, les professionnels de la santé, si je peux dire, essayent d'utiliser des techniques de communication, ou ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, mais on ne va pas commencer à faire un exposé là-dessus, mais on essaye de toucher les personnes quand même par des techniques de communication, mais qu'on doit apprendre. Ça fait partie d'un apprentissage, de nos cours, de nos formations. Et donc, on arrive parfois, par ces techniques-là, à aborder certaines familles. D'autant plus qu'il faut rappeler que les gens qui sont proches sont les plus mal placés pour faire changer la personne qui a le problème. Donc, c'est pas l'époux, l'épouse, la compagne, le compagnon, les enfants. D'habitude, le changement, dans la mesure où c'est un intervenant externe qui va intervenir, mais il est lié au fait que c'est un intervenant externe. Donc les familles sont très mal placées, et elles le vivent très mal d'ailleurs, hein, pour faire changer quelqu'un. L'ambition reste quand même d'améliorer le problème, la prise en charge, et c'est très vexant pour les familles, souvent. J'ai tout fait, ça fait 10 ans que je fais tout, et je n'arrive à rien. Finalement, le constat, c'est qu'on n'arrive à rien. Donc, c'est extrêmement pénible. Donc, je pense que toutes les aides sont bonnes. Évidemment que quand on a un soutien familial, c'est mieux. Quand il n'y en a pas, il faut faire avec. L'aide professionnelle, c'est encore différent, notamment parce qu'elle recourt à des techniques plus particulières. Donc, voilà, je voulais élargir un petit peu ce que vous expliquiez. Merci, docteur. Avant de venir vers vous, je vais poser une question. Nous avons reçu ici sur Facebook. Pourquoi très souvent les proches se sentent-ils coupables de l'alcoolisme des autres? Dites-moi. Qui veut répondre à cette question? Mais docteur, Alice, Madame Goé? Ça concerne ou les trois. Le sentiment de culpabilité. Ça signifie qu'on est dans un lien fort avec la personne, un lien affectif. Et on voudrait arriver à ce qu'elle change, et on se dit quelque part qu'on n'est pas capable d'y arriver, qu'on ne fait pas les choses comme il faut, qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, le conjoint va se dévaloriser et estimer que c'est à cause de lui que la personne ne change pas. Oui, ce sentiment de culpabilité, c'est terrible, parce qu'on se dit, c'est de ma faute, et d'autant plus que la personne qui est mal, elle est, comme le disait le médecin, miroir. Ah oui, évidemment, il me disait aussi que c'était de ma faute qu'il buvait. Ça, c'est tout à fait normal. Hein? Il renforçait. Et il renforçait cette impression de culpabilité. Et c'est ça qui m'a aidée chez Alanon, la première fois qu'on m'a parlé de ces trois choses, en me disant, mais effectivement, je ne suis pas coupable du fait qu'il boit. Hein? Voilà. Et après, lui aussi le reconnaissait, mais au moment même, je crois que nous vivons avec une personne qui n'est plus elle-même au moment où elle est sous influence, et voilà. Et c'est difficile. Et c'est difficile pour la personne aussi. Et c'est vrai que nous l'ennuyons. Et aussi, quand nous commençons à contrôler, je lui disais parfois, ça va, Rominet? Ah oui. Tu es médecin? Évidemment. Toutes ces choses-là, on en arrive à ne plus être vraiment bien ensemble, quoi. C'est vraiment terrible, et puis voilà, quoi. Et justement, ce sentiment de culpabilité, je l'avais aussi, et ça m'a fait du bien de me dire, non, je ne suis pas coupable. Il ne boit pas à cause de moi, il boit tout simplement parce qu'il a besoin de boire, c'est tout. Et
Voilà. Le fait de pouvoir en parler avec d'autres à l'ANON Voilà, ou c'est ça avec qui nous un aide. psychologue, il va analyser la communication et il va pouvoir expliquer que la personne n'est pas coupable. Ah, oui. Et aussi, je crois aussi, on se sent paria. Et alors, on n'a plus d'estime de soi. Je ne m'aimais plus. Enfin, je ne m'étais jamais aimée, je n'avais pas pensé. Mais en fait, je me mésestimais. Et cette question-là, ça m'a réappris de me dire, mais enfin, j'ai ma propre valeur. Et lui aussi, je ne peux pas non plus le dénier, parce qu'alors, je devenais méchante aussi. Donc, non, nous ne vivons plus ensemble. Nous vivons à côté de l'autre, et encore, je crois. Et tant que, je crois que c'est pour ça que c'est difficile pour la famille, comme le disait, de décider. On ne peut rien pour l'autre, quoi. Et c'est lui seul qui doit décider d'arrêter ou de continuer de boire. Merci. Docteur, un petit mot pour compléter? Je sais pas. Peut-être deux idées. Quand je rencontre des familles, des époux ou des époux en grande détresse, mais une des choses que je leur dis toujours, la première chose que je parle du cas de monsieur qui boit et de madame qui est une des premières choses que je lui dis quand elle vient dans mon bureau, c'est, vous savez, on ne se connaît peut-être pas beaucoup, parce que je ne l'ai jamais vu, mais je ne doute pas de l'énorme détresse qui vous habite. Mais les gens sont... Alors on me dit... Parfois, on me dit, mais vous êtes un des premiers à me parler de ma détresse alors que vous ne me connaissez pas. Ça, c'est une chose. Et un peu plus loin dans l'entretien, je vais dire à cette même épouse, vous savez, vous me dites qu'il y a des années que vous vous attelez à essayer de le faire changer, et je reviens sur quelque chose que j'ai dit, et en fait, vous êtes la personne qui est le plus mal placée pour le faire changer, et vous n'y pouvez rien. C'est par votre fonction dans la famille et dans le couple que par définition, vous êtes la personne qui ne pouvait pas le faire changer. Donc maintenant, il faut passer la main. Ça, c'est le message. Merci, docteur. Je viens vers vous. Voilà, monsieur. En fait, je suis entré dans le programme du côté des années 1989 et j'ai enterré mon épouse en 1993. Nous sommes perclus de bonnes intentions et ça ne marche pas. C'est pour ça que nous sommes coupables. Et nous oublions que nos bonnes intentions ne valent pas responsabilité. Donc nous sommes grosso modo condamnés à la culpabilité tant que nous restons dans le statut de codépendant. Maintenant, par rapport à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est une personne qui fait un mésusage de l'alcool? C'est une personne qui se fouille avec un produit chimique. Dans la communication, nous sommes seulement responsables de ce que nous émettons. La réception, c'est l'autre, c'est sa responsabilité. Or, quand nous sommes uniquement focalisés sur le fonctionnement de l'autre personne, nous nous fouillons aussi en n'assumant pas notre position. Donc nous entrons dans une communication tout à fait tordue que l'autre ne peut évidemment pas entendre puisque nous ne sommes pas justes. Nous ne parlons pas de nous. Si j'ai un collaborateur qui déraille dans l'alcool, je lui dirais, écoute, tu m'emmerdes, tu continues comme ça, je te vire. Si je suis plus gentil, je lui dirais, écoute, je suis très embêté de tes fonctionnements, pour telle et telle et telle raison. Mais tant que je m'échine à lui parler de lui, je le tutue. Aucune chance, comme dirait Salomé. Chacun le bout de son écharpe. Merci. Docteur, qui veut répondre à... Je pense que Mme Goé pourrait répondre. Mme Goé. Oui. Mais quelle est la question exactement? Je retourne. Pouvez-vous préciser? Je ne suis pas. Quelle question? Oui, mais voilà. C'est juste un partage. Mais oui, tout à fait. Mais on peut dire alors, au niveau du travail, que si on laisse les situations aller, dans le sens où on n'intervient pas, on laisse la personne
consommer alors qu'elle est au travail, qu'est-ce qui va se passer? Soit elle va peut-être être isolée par les autres collègues, soit les autres collègues vont avoir des comportements de codépendants et faire le travail à la place de l'autre personne. Et la personne va peut-être continuer ainsi à consommer de plus en plus jusqu'au moment où il risque de se passer un comportement tout à fait inadéquat et en effet, elle risque de perdre son travail. Donc, le message important à faire passer, c'est face à une personne qui consomme au niveau du travail, d'abord, c'est un problème de santé, le problème de l'alcool. Il a des conséquences graves, d'accidents de travail aussi. Et donc, il s'agit de réagir très rapidement dans le but que la personne se ressaisisse. Maintenant, si la personne souhaite continuer, alors à un moment donné, on va passer d'un message qui est « attention, ça dysfonctionne au niveau du travail, il s'agit de te reprendre ». Si les choses ne vont pas s'améliorer, à un moment donné, il y aura des sanctions. Mais voilà. Moi, je ne connais personne qui ait arrêté de boire parce que quelqu'un lui disait que c'était pas bon pour le boulot. Peut-être que vous en avez connu, mais en tout cas, dans mon expérience, et j'en connais quand même quelques-uns, des alcooliques et des amis abstinents, et peut-être que l'intervenant de tout à l'heure vous le dira, un alcoolique n'en a rien à cirer de ce qu'on lui dit dans le boulot, dans la famille, ou même la maréchaussée, hein. Tout dépend à quel état vous en êtes dans la consommation d'alcool. Si la consommation commence, on est encore dans un mésusage. Je vais dire, il y a des signes qui apparaissent au début d'une consommation. Les gens vont consommer de plus en plus souvent. Et si on est dans une consommation chronique, comme vous dites, à ce moment-là, il y a plus, je suis tout à fait d'accord, il n'y a plus rien, puisque l'objectif, c'est de consommer par besoin. Voilà. Mais si on intervient en prévention ou en amont quand les premiers signes apparaissent, là, peut-être que les choses vont pouvoir s'améliorer. Et moi, j'ai vu des situations qui s'amélioraient. C'est bien. C'est bien. Heureusement. Je pense que vous vouliez dire quelque chose, docteur. S'il existe des personnes qui, à un moment donné de leur parcours, celui dont on parle maintenant, ne souhaitent aucun changement, effectivement, ça existe. Et là, toutes les énergies se perdent, entre guillemets. Mais la plupart des personnes qui s'adressent notamment au dispositif de soins sont demandeurs de quelque chose. Celui qui n'est demandeur de rien, évidemment, c'est l'impasse provisoire, du moins. Mais la plupart des personnes que je rencontre, moi, sont demandeurs ou demanderesses de quelque chose. Merci. Voilà, nous arrivons tout doucement au terme de notre soirée. J'ai encore une question avant de nous quitter. Oui, encore une dernière question. Madame, allez, on fera 2 questions, pas de problème. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ce n'est pas une question. En fait, moi, j'ai entendu la question de personnes ici qui disent qu'est-ce qu'on peut faire quand on se rend compte qu'on vit avec quelqu'un qui est alcoolique. Eh bien, je crois que en écoutant maintenant le témoignage d'Alice, la meilleure chose à faire, c'est d'aller aux Alanons pour aller chercher les outils qu'on peut utiliser pour inciter la personne alcoolique à se soigner. Mais une personne alcoolique, on ne sait pas la faire changer. Il faut qu'elle trouve elle-même le déclic, comme on l'a dit tout à l'heure, pour se soigner. Et je parle comme ça parce que je suis dans le cas. C'est grâce au docteur Dor que j'ai changé. Et je vais très régulièrement aux réunions des alcooliques anonymes où j'entends un petit peu les mêmes choses que ce qu'Alice a expliqué, mais
personne, au grand jamais, personne n'aurait pu m'arrêter de boire. Il a fallu que je m'arrête moi-même. Et je crois que c'est pour les personnes qui vivent avec quelqu'un qui est alcoolique la chose à prendre en considération. C'est triste, mais je pense qu'on obtient des outils, qu'on trouve des outils chez Al-Anon. Et j'ai bien apprécié le témoignage d'Alice. Merci. Merci, madame. On peut applaudir madame. Félicitations. C'est bien, continuez comme ça. Et on va passer à notre dernière question de la soirée. Vous pouvez relever la main, madame, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. En fait, j'aurais vraiment envie de comprendre le processus de déni qui habite une personne alcoolique qui n'a absolument pas du tout la conscience d'avoir sombré dans l'alcoolisme, alors que c'est une évidence pour ses proches. Je crois que quand on aborde le fait qu'il faut être partie prenante de sa guérison et faire une démarche vers quelqu'un pour s'en sortir, il faut en avoir conscience. Or, voilà, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer 2 personnes proches qui étaient dans un processus de déni et honnêtement, n'en sont jamais sorties. C'était des personnes intelligentes, avec un niveau d'études tout à fait OK, je vais dire des personnes sensibles, mais dans un déni tel que de ne pas vouloir reconnaître avoir un problème d'alcool, que dans ces cas-là, on ne peut assister que au fait qu'ils sombrent voilà, et peu importe que les personnes qui sont autour aient une bonne estime d'elles-mêmes, prennent soin d'elles, soit on assiste à ça, soit on part, mais le déni est tellement profond, ce processus, j'imagine, d'ordre psychiatrique, on n'est même plus dans l'ordre psychologique. J'essaye de comprendre comment ça se fait que des personnes intelligentes ne prennent pas conscience qu'elles ont un problème. En toute bonne foi, les 2 personnes que j'ai côtoyées, voilà, étaient capables de faire leur activité de jour, et une fois que la profession était accomplie, en fin de journée, sombrent là-dedans. Et se relèvent le matin, et repartent, font illusion, et retombent. Et voilà, si vous avez un éclairage à me donner là-dessus, je vous en serais très reconnaissante. Merci, madame. On peut essayer de répondre à 3, parce que la question n'est pas simple. Mais le déni fait partie des mécanismes de défense, au même titre que le fait de minimiser, que le fait d'accuser l'autre à sa place. Donc, sur le plan psychologique, on a toute une série de mécanismes de défense de ce type-là. Et dans la maladie alcoolique, on en a en effet, ça fait partie des symptômes de la maladie. Le fait de minimiser, après, il y a derrière ça, il y a une modification au niveau neurochimique de quelqu'un qui consomme et qui a un besoin de consommer, à la fois sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan psychologique. Peut-être il y a autre chose à ajouter. Non, donc, effectivement, le déni, c'est d'abord les psychologues et les psychiatres qui vous expliqueront en quoi consiste le déni. Je ne le suis pas. Mais une tonalité que je peux ajouter, qui est plus récente, donc on a tendance à... Mais c'est plutôt une situation exceptionnelle, mais ça arrive que le déni est devenu strictement organique. Par altération cognitive persistante, il s'installe un déni par détérioration cognitive, parce que la personne a trop bu et trop longtemps, et elle ne le voit plus. Et un autre exemple de ce genre de situation, c'est quand on parle d'un malade alcoolique, et on dit, il ne voit pas tout le désastre qu'il sème autour de lui. Il ne voit pas que ses enfants sont malheureux, il ne voit pas que sa femme, il ne voit. En fait, il ne voit plus. Il y a une perte psychique, organique, et il ne verra plus jamais.
Donc il y a une perte de ce qu'on appelle la cognition sociale qui fait que la personne ne se rend organiquement plus compte des dégâts qu'elle sème autour d'elle. C'est un stade tardif de la maladie. Mais parfois, donc le déni, mais c'est plutôt l'exception, souvent il est psychologique ou psychiatrique, à la fin il finit par être strictement organique. C'est comme... Un peu comme la maladie de Korsakoff, mais c'est très différent, mais c'est une altération organique définitive. Lorsqu'on fait des examens psychologiques des troubles cognitifs chez une personne qui consomme, eh ben, on voit au niveau des résultats des tests des altérations de la concentration, la difficulté de pouvoir d'effectuer des doubles tâches. Donc la mémoire est altérée. Donc il y a vraiment tout un processus cognitif qui est en train de se détériorer. On ne s'en rend pas compte au quotidien parce que la personne met en place aussi des compensations, mais il y a des altérations sur le plan cognitif et à un stade alors encore plus avancé, la personne est dans le déni, mais pour des raisons... Un déni devenu organique. Ouais. Madame, vous voulez terminer sur une note positive? Oui, c'est vrai. En fait, on va quand même essayer de voir positivement les choses. Je crois que chacun d'entre nous peut trouver l'aide dans un groupement d'entraide. Et je crois aussi, surtout l'essentiel, c'est que nous nous rendions compte, non pas de l'importance que nous avons, nous, là-dedans. C'est-à-dire que c'est très difficile, j'ai de difficulté de m'exprimer dans ce sens-là, mais nous devons, nous, prendre conscience de nous-mêmes et essayer de voir que nous sommes importants aussi, et essayer d'être bien, nous, dans notre propre peau. Et à partir du moment où on commence à être bien, à accepter les choses comme elles sont, à se dire, voilà, mon mari, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai, grâce à Alanon, pu avoir une vie, maintenant, je suis bien. Et évidemment, il est un fait que mon mari ne boit plus. Mais je crois que maintenant, s'il devait reboire ou s'il y avait... J'ai une force en moi qui m'aidera à me dire à supporter la vie à nouveau et à me dire que je ne peux rien pour lui, mais que nous devons penser aussi à nous, revivre nous-mêmes, quoi. À un moment donné, l'alcoolisme m'a empêché, de mon époux, m'a empêché de vivre moi, mais maintenant, j'ai pris assez de force pour pouvoir vivre ma vie personnelle et ma vie à moi, quoi. Et je crois que c'est important. Comme l'alcoolique se rencontre aussi dans les mouvements AA, il est très bien dit aussi qu'il doit penser également à lui. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement une façon de survivre, etc. Et c'est vrai que quand quelqu'un est vraiment dans le... En fait, l'alcoolisme, c'est quelque chose... Enfin, l'alcoolisme, disons... comme nous le traitons, c'est quelque chose qui est quelque chose de terrible, mais qui apprend aussi beaucoup. Et on parvient à vivre avec une personne qui a été malade. Et un malade, ça se soigne, il se soigne. Et je crois que la médecine peut aussi aider énormément. Et voilà, quoi. Mais sincèrement, personnellement, je peux dire que j'étais... Bien sûr que mon mari... on a eu des problèmes d'alcool dans la famille. Mais maintenant, je suis bien. Je vis très bien. Et lui étant chez les AA, moi étant chez les Alanon, nous reprenons un système de vie et nous continuons à vivre ensemble. Et maintenant, nous regardons ensemble à nouveau dans la même direction. Et c'est ça, en fait, l'amour d'un couple, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci pour ce témoignage. Madame Goé, merci d'être venue. Docteur Dor, merci beaucoup pour cette très belle soirée que nous avons passée ensemble. Merci à vous d'être venus nombreux. Puis voilà, je voulais vous souhaiter un bon retour. Vous rappelez qu'à partir de demain, vous pourrez regarder cette conférence sur YouTube, notre chaîne provinciale
Et vous pourrez regarder aussi les autres qui sont passés antérieurement. Je vous signale que les conférences reprendront à partir normalement du mois de février, des toutes nouvelles conférences avec des nouveaux thèmes très intéressants, en espérant vous y voir toutes et toutes nombreux. Je vous souhaite un bon retour, soyez prudents. Puis, comme c'est le mois de décembre, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes. Pensez à vous, soyez prudents. Je demanderai d'applaudir, si vous voulez bien, nos invités. Bonne soirée à tous.